l'instant, on voit nous, on voit les bougies, ils sont dans l'arrière-plan. Ils auront mis le focus. Ok. Laurent, c'est quand tu veux. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour cette silent party. Enfin, c'est pas tout à fait la silent, ça commence à 23 h. Mais c'est aussi ça le lab, c'est de commencer une silent par une before, où on s'intéresse de thématiques d'aujourd'hui autour de l'écologie, le militantisme et la spiritualité. Alors bienvenue à nos invités pour la table ronde qui va suivre. Bienvenue au secrétaire général de notre Église, Stéphane Keller, à notre ambassadeur d'Éco-Église, mon collègue Alexandre Winter. Bienvenue à vous qui êtes plus ou moins habitués à ce temple ou qui le découvrez, et vous voyez qu'il se transforme de fois en fois. Le lab, c'est ça, c'est un lieu en mouvance, un laboratoire sur des questions aussi de militance qui touchent les jeunes générations. C'est aussi les Tentes Rouges, un cercle de paroles féminin, c'est aussi des soirées de jeunes adultes en recherche, c'est aussi des célébrations dynamiques, interactives. Et le lab, c'est aussi une communauté qui cherche à être en lien. Alors si vous voulez rester en lien, nous avons aussi des cartons bienvenus sur la table au fond que vous pouvez remplir en laissant nos coordonnées, une manière de garder le contact entre vous et nous. Et si vous nous regardez depuis votre canapé, vous pouvez simplement nous envoyer un mail à info@lelab.church. Nous aurons l'occasion de vous contacter. Le lab, c'est un accueil particulier, un accueil percutant, un accueil pour vous dire, pour te dire que quel que soit ton âge, ta condition sociale, ton origine, ta culture, ton parcours de vie, ta couleur de peau, ton état de santé, ton physique, ton identité de genre, ton orientation sexuelle et affective, ta couleur politique, ta religion, tes convictions et tes doutes. Tu es aimé tel que tu es, au-delà de tout, au-dedans de nous. Bienvenue. Et avec cette lumière qui nous est donnée, ce cadeau qui nous précède, comme la vie, comme la terre sur laquelle nous vivons, nous allumons une bougie pour faire mémoire de toutes les personnes qui ont à cœur et qui ont eu à cœur, avant nous, le combat d'un monde plus juste, le combat pour une terre durable. Nous allumons une bougie pour nous qui nous rassemblons ici, en présence dans ce temple, ou à distance depuis votre canapé, ou en communion depuis nos cœurs. Et nous allumons une bougie pour ce que nous allons vivre générera, provoquera et continuera d'allumer d'autres bougies. Et vous voyez que la suite n'est jamais simple. Et que ça prend du temps à allumer l'espérance à venir.
Ben, puisqu'elle prend du temps, je vais déjà peut-être parler du programme. Donc, ce soir, la silent party du lab, eh bien, elle commence par la before. Et vous êtes là pour la before. Alors, après la before, on aura le concert du groupe écoféministe Aurora qui va nous entraîner dans des rythmes super écolos. Et après cela, ben, il y aura la silent. Et si vous voulez rester pour la silent, vous pouvez. Il vous suffit d'acheter un casque, de prendre vos entrées, parce qu'en fait, là dehors, il y a des personnes qui attendent pour entrer pour la silent party. Vous êtes déjà à l'intérieur. Si vous voulez rester pour la silent party, n'hésitez pas à juste vous approcher de l'une de nous pour cela. Après, il y a là derrière une table, la table du SPP, Supermarché Participatif Paysan de Mérin. Pour, si vous voulez grignoter quelque chose, n'hésitez pas. La table est là un bon moment et aussi pour nous renseigner sur ce que c'est que l'alimentation responsable. Donc, n'hésitez pas pour discuter. Et au bar, il y a des boissons. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher et vous servir de ce qui vous intéresse. Et bien sûr, on parle de militantisme. Il y a aussi des initiatives à signer. N'hésitez pas à vous rapprocher des petites tables là. Et on a au moins 3, je crois. Si elles vous parlent, laissez. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, je ne vais pas présenter toutes les personnes ici. J'en vais en présenter juste une qui les présentera ensuite. C'est Colline de Sonar-Clan qui nous fait le plaisir d'animer ce moment. Alors, Colline, comme le temps est bref, je n'ai pas le temps de dire tous les boulots que tu fais. Je te décrirais plutôt simplement par l'énergie qui t'habite, que tu as cœur à transmettre et que tu utilises à merveille. Alors on va en profiter ce soir. Merci à toi. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation adéquate. Je ne saurais même pas moi-même dire exactement tout ce que je fais, donc je ne vais pas te blâmer de ne pas y arriver toi-même. Ce soir on est 6 à discuter sur cette thématique du lien entre militance, écologie et spiritualité. La volonté du lab, je crois, ce soir, c'était d'expliciter ce lien, en fait, entre écologie et spiritualité. Est-ce que ce lien, c'est la militance et comment ça s'articule? Voilà, des choses qui vont habiter notre conversation ce soir. Je vais commencer par proposer à nos intervenants et intervenantes de se présenter les uns les unes après les autres. Lucien Rappa, donc, tu es coordinateur de la Farce, une épicerie gratuite pour étudiants. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur toi et sur le lien entre toi et ta présence ici ce soir? Oui, merci de nous accueillir. Effectivement, je suis le coordinateur de La Farce. Donc, c'est une association qui a pour but principal de lutter contre la précarité estudiantine, et en particulier au niveau de l'alimentation. On est une association qui comporte 1500 membres et chaque semaine on nourrit 400 étudiants. Donc c'est un chiffre qui a fait que d'augmenter depuis notre création. On est une toute jeune association qui a que 2 ans et depuis la rentrée académique de septembre, on a dépassé les 400 et puis maintenant on doit refuser plus de 100 personnes chaque semaine. Donc voilà, notre rôle principal c'est vraiment ce but social de lutter contre la précarité, mais c'est aussi de créer du lien social entre les étudiants et puis aussi bien sûr de lutter contre le gaspillage alimentaire parce que la nourriture qu'on propose gratuitement aux étudiants, ça vient en grande partie de la récupération des invendus des marchés et de différentes petites enseignes. Alors, mon lien avec la soirée de ce soir, c'est Esther qui m'a entendu parler pour les premières du master en sciences de l'environnement, parce que j'ai moi-même fait le master en sciences de l'environnement, et je les avais encouragés à s'engager au-delà de leurs études dans le militantisme, ou bien dans l'associatif, ou bien au niveau politique, pour justement faire une différence. Parce que je leur disais que ça ne suffisait pas d'être des scientifiques de l'environnement, et que si on voulait vraiment faire une différence dans ce monde au niveau de l'écologie et au niveau social, qui vont forcément de pair, de mon point de vue, il faut vraiment aller au-delà des structures qui existent déjà maintenant et de les remettre en cause. Est-ce que cette valeur que tu défends pourrait utiliser pour faire un lien justement entre
qui est orienté vers les questions environnementales et la spiritualité? Alors, pour moi, le militantisme, en fait, je me suis lancé, j'ai eu un passé militant avant de me lancer vraiment dans l'associatif. C'est vraiment dû avec une connexion avec la nature. Donc pour moi, la spiritualité a été un point très important. En fait, j'ai vraiment découvert voilà, qu'il y avait un problème dans ce monde en découvrant la nature, en sortant de la ville. J'ai grandi en ville, dans le béton, et quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait un monde autour de nous qui s'effondrait, notamment au niveau de la biodiversité, qui a toujours été mon cheval de bataille, c'est là où j'ai décidé qu'il fallait s'engager, et que c'était extrêmement important, parce que c'est le vivant, c'est ce qui nous permet de vivre, on fait partie de ce vivant, et si on ne le protège pas, si on ne fait pas en sorte de vivre en harmonie avec, eh ben, on va droit dans le mur. On essayera de revenir sur ce lien avec la nature, pour voir si là-dedans, justement, il y a quelque chose d'explicitement spirituel, ou comment est-ce qu'on fait justement ce lien entre un lien qui pourrait peut-être être d'une certaine manière une forme de sacré. Nathalie Aluc, est-ce que je prononce correctement ton nom de famille? La plupart des gens le prononcent comme ça, mais sinon c'est Louquet. Ok. Alors, Nathalie Aluc est présentée comme une militante écoféministe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur le lien entre ton parcours et ce qui t'amène ici ce soir? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation de ce soir. Donc effectivement, Nathalie Alouquet, je suis militante écoféministe, ce qui veut dire que je m'implique, je m'engage dans différents espaces militants pour l'écologie, pour le féminisme et pour l'écoféminisme, qui est encore différent. C'est pas uniquement la convergence de ces deux luttes, mais c'est encore pour moi en tout cas un pas qui va au-delà. Je le fais parfois dans des espaces associatifs, des collectifs, parfois dans des environnements un peu plus informels, ou en allant soutenir aussi des espaces de lutte, vraiment de résistance plus physique, ou de défense des territoires. Pour moi, l'invitation de ce soir était particulièrement réjouissante, parce que ces trois thématiques, ces trois milieux, donc du militantisme, de la spiritualité et de l'écologie, font partie des milieux dans lesquels je navigue et qui me tiennent particulièrement à cœur, et qui pourtant, souvent, sont assez exclusifs les uns des autres. Alors que je comprends très bien certaines de ces critiques, je peux être d'accord avec certaines de celles-ci, et néanmoins, j'y vois une richesse tellement grande à créer du lien entre ces différentes sphères, et ça fait partie aussi des projets que j'avais un peu en tête, en envie, en intention de créer, de mettre à jour. Donc voilà, je suis très heureuse que ça se fasse aussi, cette création de liens. Est-ce que tu peux peut-être nous définir un peu plus précisément ce qu'est l'écoféminisme en fait, et peut-être comment ça rentre en résonance avec la question de la spiritualité pour toi? Très grande question. Alors, je ne vais pas donner une définition exacte parce qu'il n'existe pas un écoféminisme, de la même manière que le féminisme n'est pas le féminisme, mais les féminismes. L'écoféminisme a aussi sa pluralité, sa diversité, et c'est aussi une des choses qui le caractérise à mon sens, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs courants qui parfois vont avoir des divergences d'avis, d'opinion, et c'est néanmoins de comprendre comment est-ce qu'ils naviguent ensemble dans la même direction. Et pour moi, c'est très à l'image de ce qui est le vivant, de ce qui est la nature. C'est de se dire, malgré nos différences, comment est-ce qu'on fait ensemble pour cohabiter et pour aller de l'avant ensemble. Du coup, pour moi, l'écoféminisme, ça va être le féminisme qui va apporter les outils, des grilles de lecture qui sont des systèmes de domination, notamment le patriarcat, mais ça va au-delà de ça, c'est le patriarcat, le colonialisme, le libéralisme, le racisme, la xénophobie, etc. Donc tous ces systèmes-là qui ont vraiment des mécanismes très similaires les uns aux autres,
qui sont bien compris et analysés par le féminisme, avec ce côté de l'urgence écologique, environnementale qu'il y a actuellement, qui sont intégrés. Donc c'est vraiment d'essayer de comprendre les liens qu'il y a entre ces différentes thématiques et comment on vit dans un système qui a classifié les êtres, pas uniquement les êtres humains, mais les êtres, les met dans des catégories. Et dans ces catégories, souvent ces deux boîtes, une boîte avec l'homme, une boîte avec la femme, une boîte avec la culture, une boîte avec la nature, et ainsi de suite. Et en plus de les classifier, va les hiérarchiser et du coup va utiliser cette classification et cette hiérarchie pour perpétuer la domination et l'oppression des êtres, de leur comportement, de leur vie finalement. Donc pour moi, l'écoféminisme, c'est vraiment comprendre quels sont ces liens et comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces systèmes de domination. Donc on a maintenant le lien avec la nature et la domination patriarcale de l'homme. Est-ce que c'est un homme avec un petit H ou un homme avec un grand H sur la nature? Thématiques qui peuvent aussi faire lien avec les questions de spiritualité. Je vais passer maintenant la parole à Sophie Svatton. Est-ce que je prononce correctement ton nom, Sophie? Parfaitement bien. Super. Alors, tu es économiste et philosophe, auteur du concept de revenu de transition écologique et présidente de la fondation Zoin. Très bien prononcé aussi. Parfait, vraiment quel talent. Bon, j'ai beaucoup de questions pour toi. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter très simplement? Mais je ne vois pas ce que je peux ajouter, mais à part que je suis, oui, philosophe, économiste, et le lien avec la soirée. C'était donc une rencontre aux Assises de la transition énergétique qui avait lieu à Genève en juin dernier. Et j'ai rencontré aussi, comme toi Lucien, Esther. Et on a commencé à discuter. Donc c'était co-organisé par la Fondation Zoen, qui veut dire vivre en grec. Et donc on parlait de modèles économiques, d'énergie, d'effondrement, enfin très réjouissant. Et au milieu de tout ça, évidemment, est sortie la thématique de la transition intérieure et de la spiritualité, qui pour moi est quand même à la base. Paradoxalement, hein, c'est pas ce qu'on met forcément en avant, mais je dirais que c'est l'économie, c'est le sommet de l'iceberg, mais tout ceci ne vaut et ne marche, si j'ose dire, que si la base est un peu la transition et donc la spiritualité. Et la soirée, voilà. Alors on m'a glissé à l'oreillette que mon micro ne fonctionnait pas bien pour le streaming, c'est pourquoi on va devoir se partager le micro toutes et tous ensemble, mais ça va très bien marcher. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le revenu de transition écologique? Oui, alors le revenu de transition écologique, c'est un outil à disposition des citoyens, citoyennes, politiques publiques pour, alors le terme peut paraître un peu paradoxal, mais accélérer la transition. Il faut accélérer la décroissance, en fait, quelque part, et d'aller un peu plus vite dans la manière de l'anticiper, de la mettre en œuvre. Et donc, l'idée, c'est de se dire que, certes, on est toutes d'accord de trouver un emploi qui fasse du sens, une activité avec un impact intéressant, qui fasse du sens pour soi, pour la société, pour la nature dans laquelle on vit, hein, notre terre-mère, la première appartenance. Mais pour ça, on a quand même besoin de vivre aussi, donc on a besoin d'un revenu, certes, mais ça ne suffit pas. On a aussi besoin d'une formation, de nous aider, un accompagnement adapté. Et puis, comme on n'est pas fait pour être tout seul, on a besoin d'un réseau et de personnes qui partagent aussi cette mise en œuvre. Et donc, le revenu de transition écologique, c'est ces trois choses. C'est à la fois un revenu, ou un complément de revenu, c'est une formation, un accompagnement, et puis 3, c'est une mutualisation, une mise en réseau de personnes au sein d'une structure qui va réfléchir ensemble à des critères de redistribution, à des liaisons entre des acteurs. On parlait tout à l'heure du SPP, Supermarché Paysan Participatif. Donc c'est comment on va lier des coopératives avec des producteurs, des consommateurs finaux, bien sûr, et tout un cercle vertueux sur un territoire donné, d'une commune à un canton. Donc on est humble, on commence petit, et puis petit à petit, on essaie d'accélérer du coup cette transition. Et alors la Fondation Zoin là-dedans,
qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, la Fondation Zoën est un peu comme un catalyseur, si j'ose dire, qui permet, en fait, qui accompagne les acteurs, les actrices, les acteurs, on va dire, dans la mise en œuvre de ces coopératives de transition écologique. Alors, c'est quoi une coopérative de transition écologique? C'est une structure qui va permettre de verser, en fait, ces revenus de transition à ses membres, à ses sociétaires, pour créer, en fait, un nouveau statut entre gérer le tout État, le tout marché, statut de coopératrice salariée ou coopérateur salarié, pour donner à la fois cette double casquette, autonomie, à des personnes qui soient à la fois consommatrices, productrices, par exemple. Et la Fondation Zoën soutient, en fait, a été créée pour m'éviter surtout, c'est très égoïste à la base, une dépression et de l'éco-anxiété. J'ai besoin de faire quelque chose. En ayant découvert l'écologie avec un collègue voilà, j'ai compris qu'il y avait un souci. Donc, création de la Fondation Zoën et accessoirement soutien à des actrices et des acteurs de la transition qui font déjà le travail. Parce que on manque un peu d'imaginaire, on dit toujours il faut changer, etc. Le discours est anxiogène, des fois très culpabilisant. Et l'idée, c'est de se dire très bien, mais comment, et c'est un peu ce qu'essaie de faire à sa petite mesure de la Fondation, c'est certes un conseil scientifique engagé. Donc on a Jacques Dubochet, Dominique Bourg, Valérie Cabanès, donc des gens qui sortent effectivement aussi de leur bureau, qui sont dans la rue, qui sont très militants engagés, qui mettent leurs compétences au service de la Fondation. Donc c'est un conseil scientifique engagé. Deuxièmement, c'est des actions concrètes, des soutiens à des communes, à des territoires qui veulent mettre cet outil en œuvre. Et puis troisièmement, parce qu'on ne va pas faire que de l'entre-soi, c'est comment on vulgarise ça. Comment on sensibilise, comment toutes ces données, alors on travaille en partenariat voilà, avec de la communication et on participe à ces nouveaux imaginaires pour montrer que ça existe, qu'il y a des choses positives et qu'on peut diffuser. Alors aux deux premiers éléments qu'on avait mis en avant, je rajouterais cette notion d'éco-anxiété et les outils qui nous permettent en fait de rentrer en action, qui est certainement la meilleure manière en réalité de lutter contre l'éco-anxiété. David Mosquela, je me tourne vers toi. Tu es conseiller municipal à Aunay, cofondateur du Lab. Enfin, tu fais partie des... Alors, voilà, si tu veux bien te présenter aussi et puis nous raconter ce parcours qui t'a amené jusque-là. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis déjà extrêmement heureux de me retrouver ici. Ça faisait longtemps que je ne venais pas. Revoir des têtes connues qui ont partagé mes aventures au sein de l'église ou en camp. J'ai été invité ici par Esther, je pense, pour mes accointances politiques, pour mon investissement. Et puis, je pense que me retrouver dans une église à parler un peu d'écologie, de spiritualité, de mélanger tout ça avec l'engagement politique, ça fait sortir un peu la tête du guidon, et puis ça rappelle pourquoi on fait les choses. Donc effectivement, j'étais dans le groupe qui a permis d'imaginer, de créer le Lab. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir tout ce qui s'est passé et à quel point aussi le fait que cette église soit en chantier, en évolution permanente, c'est une grande bénédiction pour moi. Et je continue mon engagement comme candidat au Grand Conseil. Je crois comprendre que le Lab est en lui-même un lieu engagé, militant. Quel est le lien pour toi entre cette action militante qui continue dans une action politique dans ta vie de politicien et cette spiritualité qui est la tienne? Je sais pas, je suis pas fortement militant, je suis plutôt idéologue et tribun. J'ai toujours été plutôt un porte-voix. Je pense que la spiritualité, elle m'accompagne vraiment en chaque instant et elle a construit ma personnalité, elle a construit mes valeurs et c'est un ancrage puissant en fait. Et de plus en plus dans la spiritualité que je développe aujourd'hui, il y a un lien avec la nature, aussi avec les ancêtres. Mais dans le cadre de notre discussion ici, c'est plutôt la nature qui nous intéresse. Il y a un sacré du vivant, un sacré de la nature, et ça rappelle toujours l'importance de la protection dans tout ça. Je me rappelle plus exactement s'il y avait d'autres choses dans ta question. Ok, très bien.
Bien, le mot que je garderais, c'est ancrage, parce que je pense que c'est quelque chose dans l'enracinement qui donne une force et qui fait un lien avec la terre et la nature aussi, donc qui met encore un petit caillou dans notre peau. Davidou, tu es le plus mystérieux de nos invités ce soir. Cœur engagé pour un monde meilleur. J'ai très envie de savoir ce que ça veut dire. Merci. Tout ce que j'ai entendu, ça me parle beaucoup. Moi, je commence par le côté activisme, en fait. Pour moi, l'énergie qui m'a amené jusque-là ce soir à partager et qui m'a amené dans beaucoup d'actions, dans des prises de risques aussi, c'est une volonté de voir avancer les choses, notamment sur les sujets d'écologie. Et le lien avec la spiritualité, pour moi, il est fort dans la mesure de l'énergie que ça porte, une énergie d'ancrage, d'avoir cette reliance entre les personnes, entre différents systèmes, ce positionnement face aux oppressions, cette connexion avec la nature. Pour moi, tout ça, en fait, ça rentre dans une forme de conscience de où je suis, de quoi je fais partie et de quoi j'ai envie de prendre soin. Donc voilà, pour moi, ça vient assez naturellement, cette spiritualité. Ça vient aussi avec des doutes, avec des espoirs et puis des choses à partager. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un petit peu le lien que tu as avec le Lab et ce qui fait que tu es là ce soir ? Donc, qui n'est pas venu par l'intermédiaire d'Esther? Donc, j'ai rencontré Esther dans un groupe de travail pour promouvoir à Meyrin la démocratie participative directe sous la forme d'assemblées citoyennes. Donc, c'est parti en fait d'une idée de quelques personnes, donc des partis politiques, des associations locales. C'est un élan local qui a été visible dans des mouvements climat auxquels je contribuais. Et il y a eu l'envie de faire le pont entre des élans politiques et la population pour se rencontrer sur une proposition concrète pour faire avancer le sujet des assemblées citoyennes. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à contribuer à ça. Et puis on a eu des échanges qui ont dépassé un petit peu la portée purement locale ou politique. Merci beaucoup. Lucien, tu es un petit peu le scientifique de la soirée. Enfin non, c'est pas vrai, pas le seul là, d'ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que la science et le militantisme, ou l'engagement en tout cas, se répondent l'un l'autre. C'est-à-dire que la science justifie rationnellement le fait de s'engager. Quand on dit le mot sacré, le mot croyance, le mot église, qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce que ça peut représenter aussi de contradictoire? On n'est pas que là pour faire le lien. Qu'est-ce qu'il y a aussi peut-être comme difficulté à conjuguer ces notions? Bon, alors déjà, je dirais pas que je suis le scientifique du tout de l'Assemblée. Moi, j'ai vraiment fait mon master en sciences de l'environnement. C'était juste pour avoir un diplôme qui légitimerait, en fait, aux yeux de la société, ce que j'avais à dire sur l'environnement. Donc j'étais déjà engagé, j'avais déjà mes convictions avant même de faire ce master. J'ai fait avant ça un bachelor en sciences sociales, en géographie. Donc voilà, la science était un moyen. L'université, en fait, pour moi, on est dans un système, et c'est là où peut-être l'Église a sa part à jouer. On est quand même dans un système qui est très cadré, où par exemple, il nous faut des diplômes pour pouvoir avancer, pour pouvoir être écouté, pour pouvoir accéder à certains postes, pour pouvoir changer certaines choses. Alors c'est une voie, il y a aussi bien d'autres voies qui peuvent être prises. Et en fait, pour moi, l'Église, je ne vous cache pas, c'était une des institutions à abattre. Moi, j'ai plutôt toujours été dans le côté où il faut détruire les structures pour pouvoir reconstruire un monde meilleur. Alors,
j'ai évolué depuis, hein, mais sinon je ne serais pas ici. Mais pour moi, c'était quand même voilà, ces structures préexistantes. J'ai beaucoup vu le monde, enfin analysé le monde autour de nous comme étant voilà un échec. En fait, un échec de notre société occidentale et capitaliste. Et du coup, que toutes ces grandes structures qui ont amené à ça, eh ben, étaient problématiques. Maintenant, voilà, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et c'est pour ça que je me suis un peu détourné du militantisme et je me suis lancé plutôt dans l'associatif et dans le social. C'est vraiment la structure, le monde qu'on a actuellement, c'est le monde qui existe et on ne peut pas faire abstraction et puis penser qu'on peut juste faire table rase. Ça serait utopique. Mais ce n'est pas le cas. Donc plutôt de faire avec. Et je vois par exemple le Lab qui ont des valeurs absolument incroyables que je partage. Et c'est pour ça que je suis ici. Et puis typiquement dans l'association dans laquelle je travaille, on collabore avec des gens que je ne qualifierais pas de camarades, justement notamment pour trouver de l'argent pour faire fonctionner en fait, ce système pour pouvoir venir en aide aux étudiants. Donc voilà, pour moi... j'ai pas plus à dire sur l'Église, c'est pas quelque chose qui a été vraiment dans mon dans ma vision ni dans mon idée, c'était vraiment Est-ce que celui-là fonctionne? Pas encore. Est-ce qu'ils veulent le faire fonctionner? Non, il est branché et je continue à parler, des fois qu'ils se mettent en marche. Il n'y a pas un bouton quelque part? Non, je vois pas de bouton. Je ne vois pas de bouton. Je continue à parler. Est-ce qu'il va finir par marcher? Il marche? en dehors de tous ces cadres, mais il faut aussi des gens qui changent les choses de l'intérieur. Et en fait, en voyant quelque chose comme le Lab, c'est aussi ça. C'est pour moi des gens qui ont accepté de déconstruire aussi des centaines d'années de choses plus ou moins bien et essayer d'amener ça vers le mieux. Et je trouve ça super. Natalia, j'ai envie de te poser un petit peu la même question finalement. En tant que féministe, quel est le poids quelle est la difficulté à rentrer en dialogue avec l'Église, le sacré, ces notions-là qui peuvent paraître antinomiques. Le féminisme, c'est quelque chose qui se bat aussi contre une certaine forme de naturalisation des rapports de genre, qui est peut-être pas naturelle, qui est peut-être construite, mais et contre aussi une force centenaire et millénaire même de domination masculine qui a aussi été portée par l'Église. Toi, dans ton identité de féministe, mais d'écoféministe également, et peut-être, je sais pas, de croyante ou de personne spirituelle, comment est-ce que tu lis ça et comment tu mets ça ensemble? Alors effectivement, il y a des points de tension qui peuvent être vécus avec ces deux aspects, parce que des institutions, comme tu le disais, peuvent effectivement représenter ces systèmes de pression qui sont là depuis longtemps. Je pense que certaines institutions sont instrumentalisées pour perpétuer ces systèmes de pouvoir, et qu'au-delà de ça, on doit pouvoir aussi voir qui sont les personnes qui sont
présente là avec nous et qu'est-ce qui se passe dans les rapports à ce moment-là. C'est-à-dire que ici, par exemple, il y a une démonstration d'ouverture, de volonté de faire changer les choses qui va peut-être pas être visible dans une autre église ou dans une autre institution. Et je pense que c'est là où on doit pouvoir aussi avoir cette ouverture et qui peut parfois être difficile à entendre dans le côté militant, puisque pour le moment, ça reste quand même plus des merveilleuses exceptions, mais que c'est pas encore la norme. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire bouger et qu'en ce sens, c'est des petites flammes d'espoir de comment est-ce qu'il y a des possibilités de faire changer les choses. Je pense qu'il y a des critiques très justes, comme je le disais aussi en introduction, à faire des deux milieux. C'est-à-dire que les milieux militants, par exemple, vont aussi pouvoir critiquer cette question essentialiste que tu nommais tout à l'heure, de dire, dans certains espaces qui ont une certaine spiritualité, vont peut-être dire qu'il y a une essence masculine et une essence féminine. Et ça peut aussi être difficile à entendre pour, par exemple, des personnes qui sont non-binaires, qui sont trans. Et en ce sens-là, je peux que abonder dans ce sens de dire, il y a une évolution à faire dans comment est-ce qu'on va s'adresser aux personnes qui font partie de nos cercles, comment est-ce qu'on va adresser les thématiques. C'est sûr que qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est construit socialement est très difficile à déterminer de où en sont les limites, mais je pense que là, il y a vraiment une évolution sociétale à faire dans notre manière de thématiser et de communiquer. Et qu'en ce sens-là, il y a un enrichissement mutuel à avoir. Donc dans les milieux où il y a une spiritualité qui a tendance à utiliser ces mots, pour moi c'est plus une question linguistique du coup, il faudrait faire évoluer ces mots pour que ça corresponde plus à une réalité, à un contexte qui reconnaît ces différences et ces différentes identités. Et de l'autre côté aussi, comme tu le disais, les milieux militants ont parfois ce côté un peu hermétique à croire à l'évolution possible de certaines institutions. Je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir cette radicalité-là, parce que sinon ça ne bougerait pas. Mais qui aurait beaucoup à gagner à s'ouvrir à qu'est-ce qu'on peut gagner, à se connecter plus à notre spiritualité, à quel est le sens de notre place dans ce monde, dans cette vie, comment on a envie de se relationner avec les autres, avec ce qui nous entoure, avec la vie. C'est des questions qui sont prises d'une manière peut-être un peu sèche parfois dans les milieux militants, peut-être très intellectualisées. Et que le fait de pouvoir y apporter cette spiritualité-là redonne un peu de douceur et peut-être renourrit aussi le sens de pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que finalement, les milieux militants, s'ils sont actifs, c'est parce qu'effectivement, ça les touche profondément. Et du coup, c'est de revenir au sens de pourquoi est-ce qu'on décide de s'engager quelque part. C'est parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est quelque chose qui nous semble être... bon, donc que ça entre dans notre éthique, dans notre morale. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y a de la communication à faire dans ces deux milieux et que les critiques n'en sont pas moins justifiées. Sophie, l'économie, elle dompte la nature, elle est rationnelle, elle compte. Elle réfléchit aussi beaucoup, la philosophie réfléchit aussi beaucoup, elle rationalise. C'est quoi la place de la spiritualité là-dedans? C'est une bonne question. Je ne vais pas parler de l'éthique protestante du capitalisme, mais je pourrais, Weber. La manière dont on a pu rationaliser aussi une certaine conception de l'art d'acquérir qui vient d'Aristote. La bonne et la mauvaise crématistique. Donc, c'est aussi crématistique, c'est la richesse.
Et économie, c'est oikonomia, donc c'est l'art de gérer une maison. Donc si on en revient, je suis désolée d'aller si loin, hein, mais je vais le faire très court. À la base de l'économie, c'est l'art de gérer, gouverner une maison. Alors, à l'époque, c'était plutôt des hommes, avec un petit H. Peu importe, en tout cas, c'est un art, et les choses deviennent complexes quand l'économie sort du contexte de la communauté, au sens de filia, de cette communauté de personnes, en fait, et qu'elle n'est plus au service de la politique, de la cité, et du bonheur, qui est un peu le bien suprême. Donc je crois que la notion d'économie qu'on a aujourd'hui, on parle d'évolution, ben là il y a une mauvaise évolution d'une économie qui devient une bulle spéculative et qui de fait ne perçoit plus la nature comme étant précisément une nature avec du simple bon sens, un paysan, celle qui va nous fournir de quoi faire des réserves de grains pendant l'hiver dans notre maison, dans l'art d'acquérir. C'est ça, la bonne maîtresse de maison, c'est celui, à l'époque, qui fait un bon usage sage de la gestion des ressources. Et on assiste à une évolution dans la théorie économique qui fait que de cet usage équilibré, intelligent, de ne pas prendre plus que ce que la terre peut produire, on en est arrivé à l'hybris, la démesure, et de ne percevoir la nature que comme un stock dans lequel, effectivement, comme vous le disiez, on compte. Et on ne compte pas très bien, parce qu'on prend plus que ce qu'elle peut produire. Donc on devrait peut-être mieux compter. Et donc, si on est intelligent, quelque part, ce qui n'est pas évident tout le temps. Et donc, c'est une des mesures, et la ressource devient cette nature dans laquelle on puise, et perd sa dimension sacrée. Je dis le terme, perd cette dimension dans laquelle il y a un respect je reparle encore, hein, comme Michel Walzer, cette idée de sphère d'appartenance. On fait partie de la première communauté, c'est la Terre, qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux. Alors c'est pas super flatteur peut-être, il faut être un peu humble, hein, c'est l'humus, c'est la Terre, mais peut-être se dire que voilà, tout économiste que l'on peut être, la bonne économie commence par resituer humblement les êtres pensants que nous sommes au sein de notre animalité, de notre physicalité, de notre corporalité, et donc au niveau d'une terre que l'on doit apprendre à bien compter avec elle, et pas que la compter. Et donc revoir effectivement là aussi des rapports harmonieux et réciproques et finis dans une nature qui est finie. Donc comment est-ce qu'on repense ces rapports? C'est une vraie question spirituelle. Un rapport peut-être moins empreint de domination, justement, mais plus de respect, de mutualité, d'échange. David, quel est le lien aujourd'hui, pour faire un petit point de la situation, en fait, pour les profanes que nous sommes, entre l'Église et la question environnementale? Comment se situe, et je dis l'Église, j'utilise vraiment le sens large du terme, quels sont les rapports en fait entre l'Église et les gens qui veulent faire mieux en termes environnementaux? Est-ce que c'est un rapport harmonieux ou c'est quelque chose qui est conflictuel? C'est pas une question à laquelle j'ai l'impression que je puisse vraiment répondre. Je participe pas, je veux dire, à la communauté ecclésiastique énormément. J'imagine que les gens séparent beaucoup, dans le sens où c'est un moment où peut-être qu'ils vont se déresponsabiliser en écoutant le discours, en étant d'accord avec, mais peut-être que dans la vie de tous les jours, ça va repasser en arrière-plan. Et je ne sais pas jusqu'à quel point l'Église peut avoir cet impact sur la nature, dans le sens où j'imagine que pour beaucoup, l'Église est un moment séparé en fait de la vie, un moment séparé du quotidien, une bulle où on se retrouve, où on peut se recueillir, où on peut souhaiter des choses, on peut envoyer une énergie aux autres, et puis peut-être qu'après on retombe dans le guidon. Et je reviens sur cette question d'ancrage. C'est là où cet ancrage il est hyper important. Cet ancrage, c'est ce qui permet de ne pas se perdre, parce qu'on peut avoir des reconnaissances et des récompenses démesurées parfois, ou sous-mesurées aussi. On peut ne pas être perçu à sa juste valeur. Et cet ancrage, il permet de savoir qui on est,
et il permet de garder les objectifs en tête. Et à partir de là, je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer d'intégrer la spiritualité dans sa vie. La communauté, c'est très important, le rapport aux autres est très important, mais l'internalisation de ce qu'on peut vivre dans cette religiosité, en fait, est la façon dont on va l'appliquer dans la vie du quotidien. Et j'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit monsieur, je me souviens plus de ton prénom, Lucien. J'ai trouvé très intéressant ce que tu disais par rapport à cette espèce d'affrontement révolution vs réforme. Moi, j'ai toujours été plutôt réformateur en essayant en ayant cette volonté de vouloir changer le système de l'intérieur, alors que d'autres ont plutôt la volonté de détruire ce qui existe et puis repartir sur quelque chose de nouveau. Et c'est extrêmement intéressant comme approche, parce que finalement, j'ai l'impression que chacun a son rôle à jouer, et il doit y avoir une espèce de mélange qui va tendre vers un nouveau monde qui sera constitué de greffons et de parties nouvelles, mais à la fois aussi de reliquats anciens qui auraient été réformés. Et je pense que travailler main dans la main et ne pas s'opposer les uns aux autres, c'est quelque chose de primordial. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, on tire toutes et tous à la même corde, donc ça fait du sens ce que tu dis. Davidou, moi j'ai envie de poser une question. On parlait d'éco-anxiété tout à l'heure et de comment est-ce qu'on peut se mettre en action en fait vis-à-vis de la situation aujourd'hui, toi en tant que militant, et peut-être justement en faisant un peu le lien avec la spiritualité au sens où on peut la définir comme chacun de soi à soi. Pour toi, comment est-ce qu'on développe cette capacité d'action, ce pouvoir d'agir ? Alors j'ai plusieurs points de vue par rapport à la capacité d'agir, et ça va correspondre à différents moments de mon chemin. Je crois que la première capacité d'agir à laquelle je me suis mis en contact, c'est la formation. J'ai passé énormément de temps et d'énergie à suivre des études d'ingénieur. J'avais de la résistance à l'époque à ce qui était religieux ou spirituel. J'ai vu beaucoup de choses autour des oppressions, des dominations. Voilà, un message de l'histoire. J'ai beaucoup plus voulu croire en la science. Je dirais que j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie. J'ai migré vers un domaine économique. J'ai passé plusieurs milliers d'heures à étudier, à passer des examens pour être adéquat dans le système de production de valeur. Et ça ne m'a pas rendu plus heureux, en fait. Ça ne m'a pas rendu plus heureux de mieux comprendre le monde. Et donc voilà, sur ce thème de l'éco-anxiété, quelque part, j'avais l'impression que plus j'avançais et plus je mettais à jour des contradictions du système. Si je regarde l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression que on n'a jamais été dans autant de contradictions, de qualité du vivant, de soins du vivant. Et en même temps, je crois qu'on n'a jamais été aussi certain de ce qu'on sait au niveau scientifique. Donc ouais, pas mal de doutes qui viennent à moi au moment où je vois un système scientifique qui n'est pas au service du bonheur et du bien-être, un système économique qui est plutôt dans une orientation d'un asservissement des ressources pour se nourrir lui-même. Et pour moi, en fait, l'activisme aujourd'hui, il consiste d'abord à essayer d'ouvrir les yeux, à inviter à ouvrir les yeux, à regarder la beauté du monde. Pas mal de personnes, en fait, moi que je rencontre, se connectent à la beauté du monde. Et la beauté du monde aussi, c'est la capacité à prendre soin de ce qu'on a, de ce qu'on voit, ce qu'on aimerait garder, de choses qu'on aimerait peut-être retrouver, d'autres façons d'être heureux, heureuse. Et ce qui me vient par rapport à cette spiritualité, c'est cette dimension de soin,
Et j'apprécie particulièrement en fait voilà, quelques décennies plus tard, de revenir à cette spiritualité qu'on peut avoir dans l'Église, dans différents endroits où on invite les personnes à ouvrir leur cœur, à cultiver la bienveillance. Donc j'ai pas mal d'espoir à ce niveau-là. Merci. Ça fait plaisir d'entendre vos 5 témoignages qui sont justement des témoignages empreints d'espoir. Ça fait du bien. J'aimerais donner la parole un instant à Stéphane Keller, qui est secrétaire général de l'Église protestante de Genève, et qui a quelques mots à dire sur nous la soirée de ce soir, et peut-être quelques questions à poser à nos intervenantes et intervenants. Merci beaucoup. D'abord, merci pour la richesse de cet événement et de ce partage. Et puis, je commencerai tout de suite peut-être avec une question. Parce qu'on a beaucoup parlé d'institutions, de structures, et c'est Davido qui vient de parler de valeurs et de systèmes de valeurs. Quand on parle d'église, on parle d'une transmission aussi de valeurs sur des siècles et des millénaires, et j'aurais beaucoup aimé en entendre un peu plus de votre point de vue. Est-ce que finalement vous pensez que ces valeurs sont adéquates et que c'est une question d'interprétation de ces valeurs, ou bien est-ce que vous voyez des solutions, aller vers de nouvelles valeurs? Est-ce que vous voyez une pluralité de valeurs justement dans le futur, ou bien un consensus entre toutes ces initiatives et toutes ces réflexions, tout ce qui va émerger de la déconstruction dont vous parlez? Voilà pour ma question, j'espère qu'elle est... Même les piles ne marchent pas. Est-ce que dans un changement de valeur, ou est-ce qu'on est dans une interprétation différente de valeurs qui sont, pour dire, Je n'ai pas exactement compris la question. On parle des valeurs de l'Église. Système de valeurs, on va dire des mœurs de la société. Dans quel sens est-ce que vous utilisez nos valeurs et dans quel contexte? Je les comprends comme des valeurs certes transmises aussi au sein d'un système d'une église, mais qui historiquement aussi était partagé au-delà des églises elles-mêmes, donc de valeurs sociales, voilà. Par exemple, une valeur de liberté, une valeur de responsabilité. Est-ce que une valeur de souci pour le prochain, est-ce que c'est une question de réinterpréter ces valeurs, ou simplement de dire il y a des choses qui en fait ne fonctionnaient pas et qu'il faut remplacer? Alors je donnerai la parole à qui veut, mais moi j'ai l'impression qu'un espace comme celui du Lab montre que justement les valeurs qui sont des valeurs qui ont été transmises quand même à travers une institution telle que l'Église protestante. On va pas y arriver. On y arrive très bien. Arrive à de nouvelles interprétations, à de nouvelles conclusions et de générosité qui est là et qui est une partie de valeur qui, à mon sens, sont justement peut-être des valeurs. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais intuitivement, je dirais que j'ai l'impression qu'on redécouvre certaines valeurs
de coopération, c'est pas simplement économique, c'est aussi comment on peut faire entre différents règnes pour amener un autre regard sur nos pratiques, sur ce qu'on est en train de construire. Donner du coup de fait une place aussi à l'individu. Moi, c'est quelque part peut-être avec au cœur de tout une ouverture. Je crois que c'est très personnel pour tout le monde, finalement. Qu'est-ce qu'un système de valeurs? On peut reprendre des grandes valeurs fondamentales comme la liberté, l'altruisme, la bienveillance, la famille, des choses comme ça. Mais elles ont chacune une interprétation qui peut être très personnelle et sujet à débat. Et elles ont chacune une hiérarchie qui est différente pour chacun. Je pense que c'est ça qui va définir l'orientation politique comme votre façon de votre déontologie dans la vie, finalement. Est-ce que la liberté, c'est la liberté de pouvoir jouir de son terrain et en faire absolument ce qu'on veut? Est-ce que la liberté, c'est peut-être pas aussi la liberté de ne pas être confronté à une information négative et catastrophique chaque fois qu'on allume la télé? Ou qu'est-ce que la liberté, finalement? Il y a une conception du système de la liberté, mais c'est pas une liberté absolue. On peut concevoir la liberté de plein de façons différentes. Et je pense que l'important, c'est de bien comprendre comment soi-même on conçoit ses propres valeurs et lesquelles on met en avant par rapport aux autres, quelles sont importantes pour soi. Par exemple, pour moi, la bienveillance est essentielle dans ma vie, elle est au cœur de mes échanges. Et je pense que c'est ça qui me maintient dans une ligne saine, malgré des objectifs dans un monde pas toujours facile à explorer. T'as fini? Je ne te vole pas le micro. Ah oui. Oui, moi j'aimerais bien rajouter à ce que vous dites, effectivement cette question de système de valeurs sociétal et... Enfin, il y a un système de valeurs personnelles et en ce sens-là, je pense qu'il y a plutôt des questions d'interprétation, comme tu le disais, où finalement, si on va à l'origine de différentes institutions religieuses ou de différentes pratiques spirituelles, souvent ce qu'on va y retrouver, ça va être des questions d'amour, de bienveillance, du soin du prochain. Et pour le voir de manière un petit peu plus dézoomée, le voir plus large en termes sociétal, je pense que là, il y a effectivement pas uniquement une question d'interprétation, mais vraiment un changement de valeur à faire, puisque, comme tu le disais aussi tout à l'heure, on fonctionne beaucoup dans un système de compétition où le profit est placé au centre, où c'est l'économie qui fait comment fonctionne notre société, comment sont régies nos vies, nos quotidiens, comment s'articule tout ça. Et pour qu'on puisse avoir vraiment un changement de société, il va falloir qu'on replace la vie au centre, le lien au centre, que du coup, pour avoir vraiment le changement, ça va se traduire dans tous les domaines de notre vie, mais pour ça, il faut que ce qu'on valorise le plus soit plus le succès en termes matériaux de qui c'est qui gagne le plus d'argent, qui c'est qui a la plus belle maison, qui c'est qui va avoir le plus de chiffres dans son compte, mais ça va être plus axé, à mon sens, dans le comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que les personnes qui font partie de notre communauté, comment est-ce que les êtres, pas uniquement humains, comme tu le disais, vont pouvoir bien vivre et vivre avec nous en harmonie, en coopération. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a pas uniquement une interprétation, mais vraiment un changement de valeur en termes sociétal. Je crois que Davidou voudrait aussi dire quelque chose à ce sujet. Ouais, je continue dans la porte ouverte de l'ouverture de cœur qu'on a évoquée.
pour moi, qu'est-ce que ça veut dire en fait l'ouverture de cœur et qu'est-ce que ça permet? Cette ouverture de cœur, donc c'est une forme de reliance, c'est de cultiver un espace où on peut s'accueillir, donc accueillir la beauté, c'est aussi accueillir les différentes parts de soi, les différentes parts de ce qui nous entoure, et je célèbre en fait que à la fin du 2e millénaire après Jésus-Christ, des personnes arrivent avec une espèce de synthèse de la richesse de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Début du 3e millénaire, on arrive avec la communication non violente, se relier à ses besoins. En fait, pour moi, cette ouverture de cœur, elle permet de se relier, d'identifier et de se relier sur qu'est-ce qui est important. Donc j'ai vraiment l'espoir que cette valeur d'ouverture de cœur amène ça. J'ai toujours cette inquiétude par rapport à la science, qu'elle puisse être, qu'elle l'est, déjà rapidement instrumentalisée par le système. Voilà, j'entends des inquiétudes d'arriver dans une dictature verte. Et donc voilà, je reviens à cette importance de l'ouverture de cœur. Alors, avant de vraiment passer la parole au public, je voudrais encore donner le micro à Alexandre Winter, qui est pasteur et ambassadeur d'Éco-Église sur Genève. J'ai une question d'abord. Qu'est-ce que c'est Éco-Église? Et ensuite, si vous avez des questions pour nos intervenantes et intervenants. Voilà, donc ça fait quelques mois que j'étais promu comme ça, ambassadeur de ce réseau. Qu'est-ce que c'est ce réseau? C'est une petite chose en réalité, mais il faut en parler. Je suis fier en fait et heureux de pouvoir en parler. Éco-Église, c'est un réseau d'églises et d'associations en Suisse qui ont ce souci de la sauvegarde du monde créé, de la nature, de la biodiversité, de tout ce qui nous entoure et qui nous constitue. Donc c'est encourager les communautés chrétiennes à se saisir de ce problème écologique dans les activités qu'elles mènent, dans les choix de consommation qu'elles mènent pour leurs fêtes. Quelle vaisselle on va utiliser, pour nourrir les gens lors de telle ou telle fête ou événement, où on va se servir, est-ce que c'est dans les grandes surfaces ou plutôt localement, ce type-là de réflexion et de changement, les bâtiments, comment les isoler, comment les rendre un peu plus durables, ou abandonner ceux qui ne le sont plus, ou pas, ou difficilement transformables. Et c'est aussi dans la spiritualité, dans la vie de ces communautés, la vie spirituelle, l'exercice de la spiritualité dans ces communautés, comment ce lien est vécu, symbolisé davantage. Est-ce que c'est des célébrations davantage à l'extérieur, avec des éléments symboliques venus comprendre la nature, pour vraiment saisir qu'on est partie de ce tout. Voilà, donc voilà, ce réseau, c'est ce qu'il promeut. Et puis, j'essaie de le faire avec un collègue à Genève. Et puis, je peux venir avec une question. Il y en a une qui m'est venue, c'est celle, on parle de transition écologique, et je crois qu'en fait, j'aime mieux le mot de conversion écologique. Conversion, c'est un mot qui est aussi un peu connoté religieusement. On va, en fait, même dans la pensée biblique, la conversion, c'est aller dans un sens et se rendre compte que c'est pas le bon sens, et il faut revenir. Et en ski, voilà, faire une conversion, c'est vraiment faire un changement assez radical. Et je crois que la gravité de la situation demande un changement qui n'est pas un accommodement ou quelques petits changements, mais une vraie conversion, un vrai changement, revenir à la source de ce que nous sommes, de ce que cette planète est. Voilà, revenir vraiment dans un mouvement, voilà, radical. Ma question maintenant, pour moi, je peux me dire maintenant en chemin de conversion, et puis il y a eu des étapes, et je pense que pour chacun de vous il y a eu des moments clés qui vous ont mis sur ce chemin de conversion, de tourner le regard, de vous tourner et de vous dire voilà, il faut que ça change. Moi, je réalise que ça a moins été dans ma pratique religieuse comme pasteur, dans ma lecture de la Bible, que des expériences émotionnelles par des artistes notamment, qui cherchent à nous faire sentir ce lien avec le vivant. Je pense à des films, à des performances d'une artiste,
accroché dans un arbre pendant des heures et des heures avec un battement de cœur magnifique. Voilà, juste quelque chose comme ça qui nous dit on est ensemble. Et moi j'ai envie de savoir en fait pour vous, soit vous voulez raconter, soit pas, ce que ça a été pour vous. Mais je viens à la question maintenant. Est-ce que ce changement, quand on parle des rapports du GIEC et de tout ce qu'on sait, et si peu change, et qu'en fait tout va devoir quand même toujours passer par des changements individuels. Chaque personne se rend compte à un moment donné que ça va plus, vous l'avez un peu dit, c'était par un dialogue avec un collègue, tout d'un coup il faut faire quelque chose. Alors est-ce que vous croyez ça aussi, que ça passera quand même par un cœur à la fois, cette conversion, comme je préfère dire? Un cœur à la fois, mais peut-être collectivement. Qui aimerait répondre à cette... Alors, bien sûr, je pense aussi que c'est un travail individuel à faire, de se rendre compte en fait de ce changement. Mais il faut faire très attention à pas culpabiliser en fait, comme on dit, le consommateur. C'est pas forcément aux gens de devoir juste changer leurs habitudes et c'est ça qui va changer quoi que ce soit. En fait, il faut se rappeler que la crise environnementale qu'on vit, c'est pas dû aux personnes voilà, qui achètent leur nourriture au supermarché ou qui doivent se déplacer en voiture pour aller au travail. La crise, elle est systémique et pour avoir un vrai changement, même si toutes les personnes qui n'ont pas vraiment ce pouvoir de changer autre chose que juste leur vie changent, ça va pas suffire. Il faut vraiment y aller à l'origine du problème et pas il ne faut pas aller aux symptômes, il faut vraiment aller à cette origine. Et cette origine, c'est quand même notre monde industriel, capitaliste, qui cherche à la croissance à tout prix. Donc tant qu'on n'est pas en train de se dire non, il faut pointer, il y en a des coupables dans ce monde. Les coupables, ce n'est pas forcément des personnes qu'il faut pointer du doigt, mais c'est des systèmes. Et ces systèmes, il faut les changer. Alors pour les changer, il faut d'abord que les gens se rendent compte de ça. Et du coup, là, c'est effectivement très important que tout à chacun... prennent le temps de comprendre ces problèmes et grâce à ça il y a aussi la science. Moi c'est quand même venu de la science et j'ai quand même fait des études scientifiques et du coup ça explique, c'est très clair le problème, c'est très clair ce qui a à changer et maintenant il faut le changer, mais c'est pas juste un changement intérieur, c'est pas juste un changement de consommation, c'est un changement au niveau de la production, au niveau du système. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. J'allais dire quelque chose de très similaire, mais du coup je vais commencer par l'autre côté de la question. Pour moi, il n'y a pas eu un moment spécifique. Je pense que c'est plutôt tout au long de ma vie où il y avait cette sensibilité-là. Et du coup, j'entends aussi ce côté de l'émotionnalité qui, en tout cas pour moi, est quelque chose qui a une grande part dans mon engagement et qui fait partie aussi des orientations que j'aimerais donner à mon militantisme. C'est aussi de pas uniquement parler aux gens par la tête et la rationalité, parce que justement les messages, les informations, on les a beaucoup déjà à disposition, mais que souvent ce qui fait que quelqu'un va s'engager ou pas, c'est que ça nous touche. C'est que d'une manière ou d'une autre, on va être indigné par quelque chose qui arrive, triste ou en colère, et qu'on va se dire j'ai envie que ça soit différent, j'ai envie de pouvoir participer à ce que le monde aille mieux. Donc en ce sens-là, moi je pense que l'art et l'artivisme ont un rôle très beau à jouer là-dedans pour toucher plus collectivement les personnes. Et du coup, là, ça sera individuel, qu'est-ce qui nous touche chacun, chacune. Et je reviens sur ce que tu disais, pour moi aussi, ça me semble assez important tout en ayant ce travail intérieur de ressentir dans quelle direction on a envie d'aller et de prendre conscience de ce qui ne va pas et de comment est-ce qu'on a envie d'aller mieux dans ce monde, comment est-ce qu'on veut que ce monde aille mieux, de ne pas prendre trop cette charge sur le poids de l'individu, parce que effectivement, comme tu le disais Lucien, si toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes à Genève et même dans le monde changeaient sans qu'il n'y ait un changement systémique, ça ne serait pas suffisant. Donc en ce sens-là, je pense que c'est important aussi de prendre conscience du fait que
là, les institutions, pour le coup, ont aussi un gros poids. Par exemple, les banques en Suisse, l'émission des banques, elle est 22 fois supérieure à toute la population suisse. Tout ce qui est énergie fossile, tout ce qui est extraction, enfin, il y a vraiment des milieux qu'on doit vraiment pouvoir cibler pour dire, ben, c'est ces milieux-là qui doivent avoir un arrêt total et pas uniquement une transition, mais qu'on puisse aller peut-être vers des revenus et des chemins qui permettent cette transition écologique à un niveau systémique en plus de l'individuel. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de prendre aussi un autre angle. Je crois que matérialité et spiritualité, ce sont les deux facettes complémentaires, en fait. Oui, alors je vais m'expliquer, puisque je réponds à des questions économie, spiritualité, donc je continue sur le créneau. Je vous donne un exemple. Alors oui, l'approche systémique, elle est fondamentale, évidemment. On est à des tels niveaux que l'approche systémique est importante, mais si on la commence aussi à un niveau local, c'est-à-dire localement pour une montée en puissance, c'est sur les deux niveaux qu'il est important d'agir. Et l'un des leviers les plus puissants, c'est le levier aussi émotionnel. Donc j'aime bien le mot conversion. Transition écologique, j'ai arrêté d'employer qu'une transition, parce que je pense que ce sont des transitions, et dont la transition intérieure. Alors, l'idée, c'est pas forcément de faire peser la culpabilité sur les individus, ou politique des petits pas, c'est pas ça, ou de voir les individus que comme des consommateurs, consommatrices, mais toucher au cœur, concrètement, c'est efficace. Alors, ça peut paraître un peu cynique, mais ça n'est pas tant que ça. Je vais vous donner un exemple. Dans les expérimentations qu'on peut faire de coopératives de transition écologique, dans tous les sites d'écolieux, d'éco-villages, le principal frein, avant même qu'il y ait des problèmes de financement, qu'il y ait des modèles économiques mis en place, c'est un problème humain, d'ego, de conflit, de surinvestissement, de burn-out, de dépression, de ne pas être capable de s'entendre, de manque d'espace. Et ça renvoie à des problèmes psychologiques aussi, mais dimension intérieure. Donc, le côté uniquement de il faut, on doit, on l'entend, mais si ça passe aussi pas par une conversion intérieure, de regarder en soi avec des outils adaptés qu'on connaît maintenant, c'était bien de le rappeler aussi, mais il y a des travaux qui relient, des dimensions en éco-psychologie aussi, qui peuvent aider à regarder en soi, mais du coup aussi à regarder le monde différemment, la nature différemment. Et ça, je crois que c'est un levier très important. Donc, je pense que, à condition qu'on regarde la transition intérieure et l'approche du cœur, pas en termes de culpabilité, mais en termes de levier, pour ensuite ricocher, ça devient un outil intéressant, notamment la notion de rite, la notion, il demande dans ces écolieux, vous parlez avec des gens, il n'y a pas plus rationnel, il n'y a pas plus économiste qui vous diront, nous, qu'on soit croyant, pas croyant, on impose des rites parce que ça fait partie de la vie de la communauté. D'où l'Église qui peut aussi inspirer, parce qu'elle a une habitude là-dedans. Et quand on va célébrer, quand on va marquer par des rituels, alors je n'irai pas jusqu'à l'apéro, mais pourquoi pas on va essayer de célébrer, c'est comment on va regarder différemment la moisson, le culte, en fait, la manière de rendre et de distribuer des rôles spécifiques à chacun pour apprendre à vivre collectivement. Et ça, du coup, c'est une redécouverte aussi de valeur de comment je communique et comment, en moi, en fait, je peux trouver aussi des ressources pour changer de grade potentiellement. J'étais un peu longue, pardon. Il nous reste très peu de temps et j'aimerais quand même bien donner la parole au public si c'est possible. Alors, Esther avait une question. Et si c'est possible d'adresser la question à une personne spécifique, comme ça ensuite on fait un petit ping-pong si c'est possible. Là, franchement, tu vas pas m'avoir parce que je suis désolée, mais si tu avais vu le reel qu'on a passé, enfin, j'ai découvert ce mot. Ça, c'est une petite vidéo qu'on a utilisée comme ça pour parler de cet événement-ci. Alors, il y avait une question, et moi, je vais pas partir d'ici sans réponse à cette question. C'était: est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystère, de l'inspiration,
Oui, c'était mystère, inspiration de la transcendance. Mais j'aime beaucoup cette histoire d'inspiration du mystère à l'œuvre, dans votre engagement, dans ton engagement, qu'il soit militant, activiste ou politique. Quel est ce truc? Est-ce que tu peux nous faire goûter juste comment ça se manifeste, comment ça te met en mouvement? Qu'est-ce qui se passe chez toi pour que tu fasses ce que tu fais? Juste un exemple. Alors, ma thèse en 180 secondes, c'est parti. Non, juste réponse condensée pour qu'on puisse encore un petit peu échanger avec le public, si c'est possible. Je pense qu'on a chacun un rôle, on a chacun des passions, des vocations. Et le plus dur, c'est de trouver la sienne. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On peut avoir une approche plutôt déontologique, d'exemplarité. On peut avoir une approche plutôt conséquentialiste, c'est-à-dire d'aller prendre les actions qui vont avoir les plus grandes conséquences possibles. Une approche universelle qui relie tout, c'est, à mon avis, trop coûteux. Il faut choisir là où on est efficace, et il faut accepter qu'il faut se répartir le travail. On a besoin de scientifiques, on a besoin de juristes, on a besoin de gens qui souffrent, on a besoin de grands orateurs, on a besoin d'activistes qui font parler, qui font du bruit, on a besoin de journalistes qui partagent l'information, on a besoin de tout ça qui crée une mosaïque qui sert ici cette cause. Et je pense que c'est ça qui, moi, m'anime, c'est d'avoir compris là où moi je me sens fort et à l'aise et puissant, d'avoir compris mes faiblesses aussi, et de pouvoir me reposer sur les autres pour mes faiblesses, et de pouvoir les prendre par l'épaule pour là où je suis fort. Et je pense que j'aimerais terminer en répondant à ta question sur le terme de vocation. Je pense que c'est ça qui anime. C'est une vocation. Et puis pour revenir encore sur l'ancrage, il permet de ne pas perdre ses objectifs de vue. Je trouve très belle cette question. La manière dont c'est formulé me touche particulièrement. Et du coup, justement, je pense que moi, je vais partir dans ce sens-là du ressenti. Je crois que pour moi, le déclencheur à mon activisme, à mon militantisme, à mon engagement est dans le ressenti. Et j'aimerais pouvoir le mener à l'image de la société que j'aimerais voir, et que du coup ce soit quelque chose de joyeux, de plaisant, de créatif, et que ça participe à la création de nouveaux imaginaires pour, comme on le disait tout à l'heure, pouvoir créer ces nouvelles valeurs, pouvoir créer ces nouvelles images de qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre, que le chemin il soit tout aussi beau que ce qu'on essaye de chercher. Donc de pouvoir allier le côté déterminé à la beauté et la joie de pouvoir s'ouvrir au monde qu'on veut créer. Alors moi, c'est en deux temps. D'abord, c'était la colère face à l'injustice, face à la domination, la destruction. Tout ce que je voyais autour de moi me mettait très en colère. Et ma réponse à la colère, enfin à ma propre colère, c'était pas juste d'être en colère et de détruire, mais c'est de faire l'inverse. C'est de créer du lien, de créer des alternatives, de créer le monde que j'aimerais voir, en fait, sans ces émotions négatives. Est-ce que quelqu'un veut poser peut-être une dernière question ? Merci. Par rapport à la question, j'aime beaucoup ça, le mystère, la mystique. Je pense que c'est la base, hein, parce que souvent, j'entends dire qu'il faut changer. Oui, certainement, Lénine disait qu'il faut changer la société, Mao disait qu'il faut changer l'homme, certainement, certainement. Mais tout ça ne sera possible que s'il y a même pas un changement, un épanouissement intérieur. Et je crois que c'est là la mystique. Être à l'écoute de son intérieur, de son cœur, pour entendre ce qui a de l'importance, ce qui est vrai, toutes ces valeurs qui sont nourries dans notre cœur par une bienveillance.
Comme le soleil illumine les feuilles de l'arbre, ainsi l'amour illumine toutes ces valeurs et leur donne de leur importance. Et je crois que c'est quand on a ça dans notre cœur qu'on peut s'épanouir et ensuite épanouir la société, épanouir l'homme. Mais ça commence par cette mystique, justement, à l'intérieur. C'est un don que l'on reçoit. On peut être à l'écoute de ce don qui est à l'intérieur de nous et qu'on peut épanouir. Je préfère le mot épanouir que changer. Merci. Merci beaucoup. David vous demande la parole. Et je vais essayer de prendre les 3 dernières questions en une sur la conversion, la transition, la conversion. Comment moi ça m'a parlé, en fait, c'est de passer d'un paradigme de convaincre à un paradigme de rayonner. Alors convaincre, en fait, il y a encore l'activiste en moi qui parle, c'est d'avoir des conversations qui ouvrent les yeux d'une personne, peut-être avec des arguments scientifiques, éclairés par nos comportements, pour peut-être convaincre 3,5% de la population à être assez engagée pour faire un changement radical dans le système. Donc, il y a encore une partie de moi qui croit à ça. Je pense qu'on a besoin de cet espoir-là, et il y a beaucoup de changements dans l'histoire qui se sont faits comme ça. Et en même temps, je vois l'ampleur du chantier. Et donc moi-même, en fait, je suis un peu sorti de cette avancée, de cette course folle, en me recentrant. Avec cette réflexion, je me vois et j'essaie d'identifier qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. Donc cette question, voilà, j'ai entendu parler d'activité de flow, quelque part. J'aime bien l'image du kung-fu. Alors dans le kung-fu, il y a plein de gens qui voient les arts martiaux. En fait, le kung-fu, c'est la maîtrise d'un art au point que ça a une dimension de bien-être et de virtuosité. Et quelque part, quand je suis dans cet état de flow, c'est là que je peux rayonner quelque chose qui peut parler aux gens. J'aime bien cette question, en fait, par rapport aux besoins et qu'est-ce qui me rend heureux. Et je vais prendre le terrain du militantisme antispéciste. Et c'est de mettre fin à l'oppression de l'humain sur les autres animaux. Il y a une époque, dans mon militantisme, à la fin d'une action, on comptait le nombre de personnes qui s'engageaient à changer leur comportement. Donc très paradigme convaincre. Moi, j'aime beaucoup plus maintenant interroger la personne sur sa vision d'un idéal de société avec cette question: est-ce qu'il est nécessaire, pour être heureux et en bonne santé en tant que société, de tuer et d'opprimer d'autres animaux? Et cette question-là, en fait, moi, elle me prend vraiment au cœur. Je me dis, ben non, il n'y a pas besoin. Et ensemble, cherchons des façons. Donc, quelque part, cette ouverture de cœur, elle me permet de voir qu'est-ce qui est important pour moi et j'espère la transmettre. Je vais venir avec un élément concret de comment j'ai lâché un comportement de consommation pour faire quelque chose qui me parle complètement. Et aussi dans mon corps, ça fait 3 mois que je marche pieds nus dans la rue. J'ai jamais reçu autant de projections de peur de gens autour de moi. C'est incroyable. C'est incroyable ce que ça apporte comme richesse d'échanger avec les personnes sur leur peur, en fait. Donc voilà, c'est le chemin que j'ai trouvé et je m'amuse beaucoup là-dedans. Conclure sur s'amuser, je pense que c'est une magnifique manière de prendre tout ce qui a été dit ce soir et de le mettre ensemble, en fait. Ah oui, pardon. Juste un mot, parce que je trouve magnifique ce que tu rayonnes. En fait, le terme de rayonner est magnifique et ça rejoint complètement ce que je disais sur la vocation. C'est en faisant ce pourquoi on est fort, en fait, en se concentrant sur ces points-là, qu'on peut rayonner et qu'on peut dire, ok, on peut vivre autrement et on peut chacun se distribuer des choses de façon adaptée, en fait, parce qu'on rayonne, tout simplement. C'est très bien aussi pour lancer cette conclusion. On a parlé de valeurs, on a parlé d'art, d'inspiration, de rayonnement, de mystique, et finalement, on est parti d'un constat quand même assez
ce qui nous amène ici ce soir, qui est quand même un constat un peu dramatique, cette oppression de l'homme sur la nature, qui passe par plein d'autres formes d'oppression et qui nous amène tous et toutes à nous mobiliser, parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi un dénominateur commun des personnes qui se trouvent dans cette pièce. Et en fait, on en arrive à une conclusion où on parle de rayonnement, on parle d'inspirer, on parle de rire, on parle de s'amuser. Et finalement, si on veut effectivement toucher l'émotionnel, si on veut toucher les gens et peut-être les amener à changer de comportement, tout en impliquant le structurel là-dedans, hein, pour faire changer les comportements de la société dans son ensemble, eh ben, probablement que ça passe par ces sourires qui sont là sur nos visages ce soir. Donc je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Je donne la parole à Nicolas pour la suite des festivités. Et des applaudissements pour chacun d'entre vous, puis je crois aussi pour Esther, on l'a entendu, la personne qui a mis en lien tout ce monde. Et entre deux changements de pile, j'ai remarqué que la bougie de l'espérance était éteinte. Voilà. C'est ça l'espérance. Alors certains disent, on va la rallumer maintenant. Moi, ma tendance, c'est plutôt de dire, c'est des choses qui prennent aussi du temps. Mais c'est aussi à nous de solliciter d'autres occasions. Et puis il y en a deux autres que le Lab vous propose pour continuer d'allumer l'espérance. L'espérance d'une terre nouvelle, d'un soin aux vivants. Il y a le vendredi 18 novembre, c'est une soirée Jeunes Adultes en Recherche. C'est un temps de partage autour d'un texte de la Bible où toutes les interprétations sont bienvenues, elles se fécondent mutuellement, sur le thème Notre terre-mère. Alors, vous n'aurez pas chez tous les protestants cette appellation-là. Profitons-en et creusons ça. Une autre soirée, c'est le jeudi 24 novembre. C'est le témoignage de jeunes. Il y aura Alexia qui sera là, de retour de l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Quand je vous entendais à quelques reprises sur ce qu'est l'Église, ce qu'elle pourrait faire ou ne pas faire, je me suis dit, mais l'Église est tellement plurielle, au fait. J'étais aussi à cette Assemblée générale. Et d'être au contact aussi de chrétiennes et chrétiens d'autres cultures qui n'ont pas cette occidentalité que nous avons d'une séparation entre l'humain et la nature, mais qui, en retrouvant leurs racines, leur philosophie locale, nous l'apprennent et nous l'apportent. C'est une des richesses de ces rassemblements internationaux. Donc voilà, ça c'est une soirée avec des jeunes qui étaient présents à ce grand rassemblement et qui en témoigneront. Et puis, parce que Jacques dit aussi dans la Bible, la foi sans les actes est morte en elle-même, eh bien les actes, ça compte aussi. Et le 27 novembre sera notre dernière célébration ici, à 10h30, avant l'hiver, parce qu'on va couper le chauffage. Parce que franchement, chauffer une hauteur comme ça, énergétiquement, c'est une catastrophe. Alors le Conseil a décidé d'arrêter le chauffage du 27 novembre au 12 mars. Ça a un impact pour nous, parce que nous, on a une célébration tous les 2e et 4e dimanches du mois ici. Donc on va faire autrement. Puis se faire autrement, ça nous met vraiment dans la joie. Parce que le 11 décembre, on va commencer à célébrer à l'hôpital, en rejoignant les malades. Voilà, ça c'est un acte. Et les actes, ça compte. Et on a parlé aussi du rôle de l'art. Et du coup, j'invite pour la suite le groupe écoféministe Aurora. Il y a eu un tour de magie.